Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Diagonale. Tout est allé très vite cette semaine. L'Assemblée nationale a adopté la loi portant interprétation et complétant le code électoral cette semaine. La loi a été ensuite déclarée conforme à la Constitution, puis ensuite promulguée par le chef de l'État. Les blocages constatés donc au niveau des communes lors de l'installation justement des maires ont été, si je me répète, débloqués, mais justement les acteurs de la société civile estiment que cette démarche de l'Assemblée nationale n'est pas tout à fait rassurante. Dans la foulée, le chef de l'État, lui, a rencontré les partis politiques et a dit toutes ses bonnes intentions. C'est justement pour parler et décrypter justement cette actualité que nous avons en plateau Cyriaque Agonkpahon. Il est expert en aménagement du territoire. Cyriaque Agonkpahon, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous prier de hausser un peu la voix. J'anime cette émission avec Joël Tchogui. Bonjour, monsieur Cyriaque Agonkpahon. Bonjour, monsieur Joël. Alors, nous sommes donc en pleine période donc d'installation des maires, suite donc à quelques remous. Vous avez donc suivi le mardi 2 juin dernier, le Parlement a procédé à l'adoption de la loi portant interprétation et complétant le code électoral en République du Bénin. D'abord, sur la forme, quelle appréciation faites-vous de cette initiative parlementaire? Et je crois que notre Parlement est, je vous remercie d'abord pour le plaisir que vous me faites. Notre Parlement, les députés qui composent notre Assemblée sont des observateurs attentifs de ce qui se passe. Écoutez, quand on prend des décisions au plan pays et s'attend à créer un certain nombre de blocages ou s'attend à créer des collisions, je crois qu'il vaut mieux prendre du recul. Il n'y a pas de mal à cela. Et c'est pas mes compétences en tant qu'expert en aménagement du territoire que j'apporte ici, c'est mes compétences en tant que politiste, spécialiste du management public territorial. Donc la question de la tranquillité au plan territoire doit nous préoccuper à plus d'un titre. Alors vous avez suivi également la réaction prompte des OLC du Bénin qui estiment que c'est une première. Est-ce que cela tout à fait, pas les OLC sont dans leur rôle, mais il faut que ça commence un jour. Je donne l'exemple de la France. Quand vous prenez de la France et des grands pays, quand ils prennent des tests et à l'exécution, à la mise en œuvre, il y a des problèmes. Les autorités, les gouvernants avertis doivent rappeler ce test. Et je crois que c'est ce qui s'est passé, tout simplement. Il y a pas, ça va se critiquer un peu, mais il faut que ça rentre dans nos habitudes. Vous voyez la loi des finances qui se relie annuellement. Mais c'est pour éviter des problèmes. Les plans auxquels nous avons été confrontés au cours de l'année N-1 sont passés en revue afin qu'on puisse projeter l'année N. Et l'année N, on en tient compte encore pour projeter l'année N+1. Donc c'est la même chose. Mais est-ce que la matière n'est pas sensible quand on est en matière électorale? Tout ce qui relève des questions de droit est sensible. Voilà pourquoi quand ça va poser problème, il faut prendre du recul et relire. Vous dites que c'est tout à fait normal. Est-ce que pour vous c'était la seule solution? Non, là, en tout cas, il faut comprendre ce qui se passe dans notre État actuellement. On n'a pas été habitué aux réformes. On n'a pas été habitué à vivre avec une dynamique dans nos lois. Quand on prend un test, on ne prend plus de recul pour aller l'évaluer. Quand vous prenez un test en temps normal, l'Assemblée initie, je crois la Cour constitutionnelle entérine, le gouvernement promulgue. Où est l'organe d'évaluation de l'impact que ces lois auraient eu sur nos habitudes? Il y a absence de cet organe. Alors quand il y a absence de cet organe, accepter, souffrir, qu'on rencontre ce genre de difficultés. Et saluons la vigilance du gouvernement qui se met dans le rôle d'évaluateur. Ça ne devrait pas être son rôle. Donc il manque ce petit organe, il reviendra à l'appareil judiciaire. C'est vrai que vous parlez du gouvernement, mais on a plus l'impression que c'est au thème de ces élections qu'on a constaté qu'il y avait justement un problème et qu'il fallait maintenant corriger cette loi. Ça a été fait très rapidement, en 3 jours. On a pu corriger la loi, elle est passée par la Cour constitutionnelle et ensuite promulguée par le chef de l'État. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, tout a été fait ou alors on risque de revenir sur cette même loi parce que elle n'a à cette date que 7 mois? Merci, cher ami journaliste. Je crois que
la célérité dans la relecture, moi je l'analyse autrement. Ça veut dire que les uns les autres savaient qu'il y a un problème, savaient qu'il y a une nécessité de relecture, il y a une nécessité d'amélioration. Vous voyez, la loi, le code électoral a été lu de manière précipitée. Il faut quand même qu'on le reconnaisse. Et comprenez également que c'est normal. Le gouvernement voulait parvenir à un objectif, à l'atteinte d'un objectif rapide. Les députés également, c'est aller un peu plus rapidement. Alors, quand ça va un peu plus rapidement, peut-être que tous les acteurs qui doivent être associés à cette lecture n'ont pas été associés. La relecture d'une loi, écoutez, on taille la loi pour une population. Donc, ce qu'on veut vous offrir quelque part, on doit vous demander, passer par tous les mains pour vous demander si ça vous fait plaisir. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on devrait nous relire la loi avec nous-mêmes et pour nous. Bon, peut-être que tout le monde n'a pas été associé. On ne va pas tergiverser sur ça. On doit pouvoir chercher à évoluer. Simplement. Alors, vous dites que les parlementaires ont certainement décelé un problème qu'il fallait absolument corriger. Parce qu'ils n'avaient pas toute la compétence peut-être nécessaire. D'accord. Alors, toujours face à cette situation, on a quand même entendu la lettre donnée par, encore une fois, les acteurs de la plateforme électorale des OSC du Bénin qui pensent que cette célérité observée dans la relecture donc, de cette loi installe le Bénin dans une certaine forme d'insécurité judiciaire, législative et pourquoi pas également une insécurité institutionnelle. Est-ce que vous partagez tout au moins ce point de vue? Je ne partage pas du tout ce point de vue. Qu'on commence par comprendre que est-ce qu'il faut admettre que les gens se battent dans nos conseils communaux? Il ne faut pas accepter. Quand il y a un problème, OSC ou pas, il faut quand même... Bon, tout le monde doit apporter son point de vue. Mais c'est déjà la loi sur les collectivités territoriales qu'il est important de rappeler et de relire. Bon, j'ai suivi le député Aké qui disait que il y a des chefs d'arrondissement qui n'ont jamais pris service. On n'a jamais pu parvenir à un mécanisme pour les destituer. Ça veut dire que c'était des malaises qui existaient. Alors, à l'occasion, moi je crois qu'il faut, après l'élection après l'installation et l'élection des gouvernants actuels de nos collectivités territoriales, il est important de reprendre tout le code. On a fait une expérience. Il est important de recevoir tous les acteurs et que on passe en revue les lacunes de ce test-là. Bien sûr, en lien avec le code, la loi sur la décentralisation. Voilà. Alors, depuis 3-4 jours, on parle de cette loi qui a été modifiée à l'Assemblée nationale, mais personne ne parle des contestataires, des conseillers qui n'ont pas voulu se soumettre aux décisions de leur parti. Est-ce que, avec un peu de recul, vous avez analysé la posture dans laquelle ils étaient? Est-ce qu'ils étaient toujours dans la logique de la décentralisation telle que le processus avait été pensé depuis les années 99? C'est aussi des comportements qu'il faut accepter que les gens aient au sein des partis politiques. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde est mature. On ne veut plus qu'on nous impose quoi que ce soit. Moi, je crois que cette question doit être résolue au niveau donc des partis politiques où il faut qu'on parvienne à un bon consensus de désignation des futurs dirigeants de nos collectivités. Il faut que les chefs de parti ou les états-majors de partis politiques évitent d'imposer. Il faut que ça fasse donc que ça soit en harmonie avec tous les élus. Et nous, pendant que ça se passe comme ça, le peuple doit devenir un peu plus vigilant. S'il m'était permis de proposer, parce qu'aujourd'hui, nous pouvons élire, le peuple peut élire un conseil communal, mais peut ne pas être d'accord avec le maire qu'on lui impose, parce qu'en griffe, les maires seront désormais imposés. Les adjoints seront désormais imposés. Les CA seront désormais imposés. C'est justement ça. Tout le monde est imposé. La question de... Alors, avant qu'on ne vote, il faut qu'on connaisse nos futurs dirigeants. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord aller nous les présenter, nous expliquer
afin qu'on puisse savoir s'il faut voter pour la liste ou pas. On a fini de voter, maintenant on va nous imposer des gens, accepter qu'il y ait un peu une turbulence au niveau du microcosme territorial. Alors, pendant un temps. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des problèmes de fonctionnement au niveau des communes? Parce que dès qu'on a commencé à installer les maires, on a constaté effectivement qu'il y a des conseillers qui n'étaient pas d'accord. Bien sûr. On a pris une loi, on va imposer des maires. Est-ce que ces conseillers pourront travailler efficacement avec les maires qui seront désignés ou élus ou qui seront installés? Ils seront tenus. Ils vont faire cacher leur malaise, ils vont faire avec leur malaise et que ça fonctionne. Ça va être la question donc de l'accélération du développement qui prendra tout simplement un coup. Mais c'est pas la faute à ces conseillers-là. Quand moi j'ai suivi de près ce qui s'est passé dans certaines communes, on aligne 10 candidats et les coordonnateurs au niveau donc de les coordonnateurs, je vais les appeler territoriaux de ces partis politiques, ils disent à tous les candidats, va battre campagne chez toi et le thème c'est tu seras le prochain maire. C'est ce qui s'est passé tout simplement. Donc, on vous choisit parce que vous êtes populaire dans votre localité. On dit, dis à ta place, tu seras le prochain maire. Relatif, parce qu'on n'a pas constaté ça à Cotonou ou à Boumekelavi, par exemple. Il n'y a que 2 ou 3 têtes qui voulaient effectivement la mairie. Qu'est-ce pour que c'est 2 ou 3 têtes? D'ailleurs, on voulait expliquer, voilà, les mobiles qui ont motivé l'adoption de cette loi complétive. Il y a des députés qui ont expliqué quand même que en amont, les partis avaient fait un travail pour déjà positionner les têtes fortes pour leur permettre d'être maire. Ce travail n'a peut-être pas été sincèrement fait parce que dans certaines localités, quand moi j'ai tenté d'écouter certains pour dire mais c'est le malhonnête de votre part, accepter le mot d'ordre du parti, ils disent non. Accepter le mot d'ordre du parti, c'est aussi accepter de ne pas remettre en cause ce qu'on m'avait dit pour que je me présente. D'autres ne voulaient pas se présenter. On leur a dit il faut que toi tu sois sur la liste pour qu'on puisse gagner. Alors donc dis à tes parents que tu seras le prochain maire. Mais si les gars sont honnêtes avec leur conscience, ils savent plus s'ils reculent, ils prennent du recul, s'ils retournent voir leur population, ce qu'ils iront dire. Alors, monsieur Syriac, il y a un instant, vous parliez de dysfonctionnements liés donc au fonctionnement interne de nos partis. Avec cette façon de vouloir imposer des individus, des acteurs politiques comme maire et tout ça avec les contestations, est-ce qu'au fond, ça ne pose pas un problème de démocratie locale à la base? Quand il s'agit des questions de démocratie, vous savez que dans certaines choses, il ne faut pas parler de démocratie. C'est comme si vous voulez que la démocratie vienne en entreprise. Je préfère que vous parliez de discipline à la base. Tout simplement. Il est l'heure que quand on veut parler de questions de développement, qu'on y mette une discipline dedans. La question de démocratie à la base, plus personne ne peut dire aujourd'hui que ça n'a pas reçu un coup, pas seulement au Bénin, c'est dans tous les pays. Quand tu tiens à faire passer un point de vue, mes chers amis, permettez qu'on mette un minimum, pas de dictature, mais un minimum de fermeté là-dedans, tout simplement. Comment est-ce que le maire peut être discipliné et en même temps travailler avec son conseil communal? Parce que avant tout, le maire rend compte au conseil communal. Mais maintenant, il rendra compte à son parti. Comment est-ce que ça va se gérer? Non, il ne rend pas compte qu'à son parti, il rend toujours compte parce qu'on n'a pas modifié la loi sur la décentralisation. Il rendra toujours compte à son conseil communal, mais les maires de maintenant n'ont pas droit à l'erreur parce que s'ils font des erreurs, ils commettent des erreurs, c'est directement le parti qui... Justement, c'est ça, c'est là le problème. Non, le conseil communal peut s'imposer au maire et le fait de rendre compte à son parti politique, c'est une question de préservation de l'image du parti politique. C'est une question de préservation, disons, de l'idéologie du parti. Donc, il a à fonctionner avec son conseil communal, mais il n'a pas à se déconnecter de l'idéologie interne de son parti politique. Au-delà de l'idéologie, quand on a suivi la campagne électorale un peu, on a vu que la plupart des partis politiques avaient quand même un projet de société, unique pour toutes les communes, par exemple, alors que les communes n'ont pas les mêmes spécificités. Est-ce qu'un maire, par exemple, dans l'exécution du programme de société de son parti, ne pourrait pas avoir des problèmes sur le terrain et ne pas pouvoir s'expliquer au niveau du parti? Non, vu qu'ils sont majoritaires, vu qu'ils sont majoritaires, il revient au parti de penser, mais ils en ont pensé d'ailleurs, à un dispositif de recadrage au fur et à mesure. Nous, on ne sera pas là. Quand il y aura toujours des turbulences.
dans nos conseils communaux aujourd'hui. Mais il revient au parti de jouer le rôle d'apaisement, le rôle de coaching, le rôle de recadrage, sans pouvoir enfreindre à la loi, aux différentes lois qui régissent donc le territoire. Nous allons prendre un exemple précis d'une commune avec 20 sièges au conseil communal. Pour ces élections, il y a un maire issu du parti majoritaire qui a été, disons, l'un griffe imposé. Le score, c'est 20 voix contre, 4 pour et 1 nul. Alors, si ce maire finit par être imposé à nouveau, comment est-ce que vous entrevoyez les rapports humains? On l'a dit tantôt qu'on va gérer des malaises pendant 6 ans. Il y aura des conseils qui, à un moment donné, de manière disciplinaire, il faut voir si la loi l'a prévu de manière disciplinaire, s'ils veulent troubler le conseil communal. C'est pour ça que je parle de fermeté. Je parle d'absence de démocratie dans la gestion de nos collectivités territoriales. Désormais, il faut pouvoir que quelqu'un prenne les responsabilités. Le conseil Troublion, on doit pouvoir trouver un mécanisme pour le gérer et le faire remplacer. Et si une majorité se dégage après quand même l'imposition de ce maire impopulaire de griffe, alors est-ce que cette majorité à la vie ne pourra pas bloquer à chaque fois le vote des budgets communaux, destituer par exemple le maire? Et la destitution du maire. Même si la formule est un peu compliquée. Mais la formule est un peu compliquée. De toute façon, le grand rôle, la grande tâche revient aux partis politiques de déterminer une idéologie. C'est pour ça que j'avais parlé de recadrer leurs gars sans que nous ne le sache. Il y aura une turbulence. Qui va se gérer. Oui. Mais ils ont intérêt, par rapport à ce sujet, ils ont intérêt à laisser nos conseils communaux tranquilles parce que, je vous dis, ça va vous surprendre. Un conseil communal qui soit tout le temps turbulent n'aura pas l'onction du gouvernement qui reste, à la date d'aujourd'hui, un véritable bailleur pour nos communes. Voilà. Parce qu'ils ne sont pas en mesure de présenter de bon marketing territorial pour rendre beaucoup plus attractif leur territoire. Donc, ce que moi je leur recommande et que je souhaite, c'est qu'ils fassent taire leur hache de guerre et qu'ils sachent qu'ils n'ont aucun moyen et que c'est l'État central. Et vous savez, le chef qui est là, quand vous allez entretenir des turbulences dans vos communes, lui n'aime pas, il va vous laisser de côté. Très bien. Nous allons, si Joël le permet, avancer maintenant dans cette émission. On a commencé à suivre, je crois, c'était depuis le 28 mai dernier, l'installation des maires dans les différentes communes. On a vu des maires très jeunes, on a vu des maires également très vieux, je crois près de 90 ans pour le doyen des maires. Est-ce que cette nouvelle mandature qui s'annonce vous rassure au regard des enjeux et des défis? Moi, ça me rassure. Bon. Je parle en groupe de ce que j'ai lu. Il paraît que le maire, vous parlez du maire de Diakotomé, de chez le respectable Abossou Bruno. Bon, c'est pas anodin ce qui a été fait. C'est pas anodin. Vous voyez, Abossou Bruno, c'est chez lui. Il est un modèle aujourd'hui pratiquement pour tous les hommes politiques. Il va mettre quelqu'un de 90 ans. C'est peut-être qu'il veut quelqu'un de chaque génération avec qui échanger pour que son territoire soit en paix. N'allons pas critiquer ça. Attendons, nous avons 6 mois pour voir ce que le maire va apporter. En tout cas, son peuple, contrairement à ce que nous pensons, le peuple est content. Mais honnêtement, vous pensez que ce maire, par exemple, pourra faire grand-chose dans sa commune? Peut-être que le maire est un membre de réseau. Sur le poids de l'âge. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup qui nourrissent l'ambition de faire des dons. Ils ont l'habitude de faire des dons aux églises, aux communautés, aux agglomérations spirituelles, des trucs comme ça. Il y a d'autres qui veulent faire des dons aux collectivités territoriales. Donner leur maison à la ville pour dire que ça participe au patrimoine, au renforcement du patrimoine de la ville. Peut-être que ce maire a un réseau de Français qui veut venir investir dans la commune et veut quelqu'un de confiance avec qui discuter. Si ça fait partie de cette déclaration interne à son parti, bon, il n'a qu'à faire l'expérience, on va voir. Peut-être que d'autres investisseurs veulent le voir là pour atteindre les objectifs, pour pouvoir aider le territoire donc de Diakotomé. On n'en sait rien. On a 6 mois pour constater. Voilà. Pourquoi vous dites 6 mois? Oui, mais quand il va prendre service, il a 6 ans à faire à 10% à mi-course. On verra déjà. On verra déjà. Alors,
Oui, Joël. Bon, alors avant de parler donc du profil professionnel. Maintenant, par rapport à la jeunesse, justement, par rapport à la jeunesse, oui, ça règle un récurrent problème également. Et ce qu'il faut que nos dirigeants nous aident, ça dit, j'encourage la relecture des textes qui régissent le fonctionnement de nos territoires et le code électoral également. Pour moi, le code électoral semble même a moins de problèmes que la loi sur la décentralisation. Dans la loi sur la décentralisation, il est dit que le maire, il suffit qu'il sache lire et écrire. Le monde de maintenant a une vitesse. Vous savez que si on laisse une matière à réfléchir sur la table, celui qui n'est pas du tout initié, le fait d'étudier, le fait d'avoir des diplômes, c'est une initiation terrible. C'est un parcours obligatoire aujourd'hui. Ça accélère la vitesse de la réflexion. Ça accélère la vitesse de l'action. Or, nous sommes aujourd'hui dans un monde à grande vitesse. Nous devons avoir des pays à grande vitesse, pouvoir mesurer leur vitesse. Nous devons également avoir des territoires avec vitesse. On doit aussi aller mesurer la vitesse du développement de nos quartiers. Et vous voulez mettre des gens qui, pendant que d'autres réfléchissent déjà et sont très loin, c'est là ils vont dire où est-ce que vous en êtes. Ils sont en retard. Donc permettez, si nos gouvernants, je dis bien, j'encourage la relecture de tous les textes qui nous régissent au plan territoire. Ils n'ont qu'à aller relire ça là. Et qu'on définisse un minimum de niveau aux élus locaux. Vous auriez la question de peuple, non, on ne peut pas le dire la ici. licence, le master? Non, non, pas forcément. Mais là où moi je soutiens les jeunes qui ont été élus, on peut Talalé, oui. Il est un étudiant. Celui-là a forcément quelque chose à apporter plus qu'un paysan qui est riche. Le paysan qui est riche va financer peut-être des actions de manière désorganisée, mais le jeune étudiant, si le même paysan lui confie les ressources pour dire je vais les investir sur le territoire, je crois lui, il est pauvre, mais il a l'idée, il a la richesse intellectuelle, il va juste apporter la cohérence dans l'investissement au plan territoire. Ce que le paysan propriétaire de l'argent, Richard, ne pourra pas faire. Il suffit qu'il confie les sous, comme je le dis, aux jeunes maîtres étudiants. Même une année à l'université, lui va amener l'organisation dans l'investissement. C'est vrai que nous voulons aller très vite, vous l'avez précisé, mais est-ce que ça ne risque pas de marquer un léger coup d'arrêt, un léger coup de frein avant de reprendre à nouveau, avec des personnes qui n'ont aucune expérience, disons-le comme ça? Vous pensez que l'étudiant, c'est une famille politique? En matière de décentralisation, nous voulons dire. Écoutez... Et on ne parle pas forcément de cet étudiant, on parle de l'ensemble des personnes qui ont été portées dans les conseils communaux et qui n'ont peut-être jamais fait l'expérience. Dites-moi tout de suite que je serai... Dites-moi, non, pas d'expérience à faire dans le conseil communal, mais il peut se faire former rapidement. Dites-moi que c'est à moi de diriger le Bénin dans 10 ans. Et vous allez vous préparer. C'est tout. Donc le jeune, en tout cas, il s'est préparé. Il doit avoir des organes d'évaluation de la performance de ces maires. On a 6 mois pour constater. Alors, mais ne doutez jamais de leur capacité à révolutionner. Et je crois que la population, à un moment donné, donne un signal. On est fatigué de nos maires illettrés. L'étudiant, c'est notre prince. On le met là. Alors donc, ça doit nous interpeller pour que si on a l'occasion, qu'on définisse un minimum de niveau. Avant, sous le président Kérékou, on était plus jeunes, mais il faisait beaucoup plus confiance à qui? Vous savez, aux enseignants. Les chefs de district étaient des enseignants. Il sait pourquoi. Oh, les enseignants avec quel niveau? C'est le BPC. C'était le CEP. Mais Kérékou faisait beaucoup de choses avec eux. Ces choses-là, est-ce que nous, génération montante, on n'est pas venu les constater? Est-ce que c'est mauvais? Non. En tout cas, le Bénin a la chance de tout rencontrer des paysans travailleurs. Il nous reste 10 minutes. Alors, nous allons cette fois-ci rapidement parler des mairies, 7 mairies au moins sous le contrôle de l'opposition. Alors, comment est-ce que vous entrevoyez le fonctionnement de ces mairies, leur rapport avec l'État central, lorsque vous venez de dire que le principal bailleur reste encore l'État? L'exemple en France et dans certains pays, dans les pays qu'on a parcourus, on a pris part à certains groupes d'évaluation de la performance dans les investissements publics, dans la gestion des fonds publics. Vous savez que c'est les mairies de l'opposition qui sont souvent beaucoup plus exemplaires.
Exemplaires dans la gestion, vous voulez dire? Dans la gestion, exemplaires dans la mise en œuvre des projets, exemplaires dans la cohérence de tout ce qu'ils font. On aura l'occasion de le constater. Je crois que si ces maires, s'ils sont effectivement de l'opposition, moi je suis plus rassuré que c'est ceux-là qui vont plus travailler, parce que à qui ils iront se plaindre? Le haut secours, là, ils iront voir qui? S'ils font mal, ils sont de l'opposition. Bien entendu que j'ai rapidement hier, je suivais la rencontre qu'il y a eu avec le chef de l'État et les partis politiques. Et dit lui ne connaît pas maire de mouvance et maire de l'opposition. Mais je vous ai juste fait un retour d'expérience des maires, par exemple le maire de La Roche-Brance en France, et il y a une ville du Canada où j'ai pris part à un petit comité d'évaluation également. En tout cas, si vous êtes auditeur de la chose publique au plan territoire et vous faites le tour, on se rend compte généralement que c'est les maires de l'opposition qui sont plus efficaces parce qu'ils n'ont pas de tuteur. Leur tuteur, c'est le tribunal, et leur tuteur, c'est la prison. Donc, ils sont tenus, avec leur directoire au plan territorial, de s'assurer de la bonne gestion. Déjà, à partir de la passation des marchés publics, à partir d'abord du respect des tests qui régissent l'état civil, côté territorial, ils passent pas à côté. Alors, quand tu passes pas à côté, tu as une directive bien claire. Tu aboutis à quoi? Un bon résultat. Et c'est ça, mais justement, dans les autres pays, qui reçoivent beaucoup plus de contrôle. Les inspecteurs des finances, les inspecteurs de ci, ça, c'est régulièrement là-bas. Alors, ils font régulièrement des séances pour se rappeler le devoir. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je crois pas, et maires opposants, et maires mouvanciers, ils sont tous appelés à un devoir. Le devoir de bien faire ce pourquoi ils ont été élus, tout simplement. Parlons maintenant justement des enjeux de cette mandature dans les différentes mairies. On a parlé tout à l'heure, Joël a évoqué la question de la démocratie à la base, on va plus revenir là-dessus, mais aujourd'hui les maires ou les mairies doivent avoir comme partenaire principal qui? L'État, ou opter pour la coopération décentralisée? On ne peut pas avoir un seul partenaire au plan territoire, c'est une multitude de partenaires. Les maires ont un grand rôle, ils vont tendre la main à l'État. La coopération décentralisée également, oui. L'intercommunalité également, oui. Mais ils ont un devoir important, c'est de travailler sur l'image du territoire, de mettre en exergue les capacités du territoire pour que le territoire soit plus attractif. Et pour le faire, vous savez, il ne suffit pas de prendre que des consultants. Il faut que les maires, là, et eux-mêmes, ils aient une vision. Et vous savez que la vision est fonction donc de l'initiation. Oui, mais où est-ce qu'ils vont trouver les ressources? Parce qu'on sait que la plupart des ressources qui viennent, par exemple, des fonds FADER, c'est affecté à quelque chose. C'est affecté à quelque chose. Ouais. Où est-ce qu'ils vont trouver justement les ressources pour rendre très belles les villes et tout? Où trouvent-ils les ressources? Écoutez, pour prendre un consultant et faire un diagnostic du territoire. Oui, un consultant, c'est peut-être quelques dizaines de millions. Non, mais c'est pas quelques dizaines de millions. Ça peut même pas atteindre 10 millions. Avec 2 millions inscrits sur l'île, ils ont beaucoup d'argent. Ou bien ils n'ont qu'à échanger avec la hiérarchie supérieure, le gouvernement, qu'il leur faut un peu de moyens pour accompagner. Mais écoutez, là où l'État met 100 millions par an, vous-même, vous venez, vous rassurez l'État que trouve-moi des fonds additionnels de 10 millions et je vais travailler sur le marketing de mon territoire. Encore que l'État doit leur envoyer, en termes d'accompagnement, une équipe qui va parcourir tout le Bénin. Et en fonction de la typologie de chaque territoire, pouvoir proposer ce qu'il faut pour que l'idée y est déjà. Vous voyez la carte des ATDA, la carte des ATDA au niveau du ministère de l'Agriculture, c'est fait selon la force, la capacité, la puissance productive de chaque localité, de chaque zone, de chaque localité. C'est la même chose. On envoie une équipe. Est-ce que ma commune privilégiée, Zobodomé, elle a besoin de quoi? Qu'est-ce que Cotonou veut? Qu'est-ce que Cotonou peut offrir au monde entier, à la population d'abord, aux autres communes, au Bénin et au continent et au monde entier? Qu'est-ce que la commune de Pionco peut offrir et qu'on ne savait pas? Aux autres communes à côté, au Bénin,
aux pays voisins, au monde entier. Donc, l'État, bien sûr, l'État peut les aider à mettre en exergue leur potentialité, donc dans le document à faire ce diagnostic. Quand on suit un peu ce que vous dites, est-ce qu'il ne faut pas à nouveau, je ne veux pas dire revenir un peu en arrière, mais est-ce qu'il ne faut pas mettre en place un mécanisme institutionnel pour penser tout ça et faire travailler les maires en dessous? Bien sûr. Et on ne peut pas le faire sans les maires. Mais on ne peut pas, parce que vous avez parlé, je rentre dans cette détail, vous avez parlé de la question des moyens. S'ils n'ont pas de moyens, je veux vous dire, moi j'ai l'habitude de vous donner de l'argent. Mais vous venez me dire, donne-moi un peu, oui, j'ai l'habitude de vous donner de l'argent, de vous financer pour quelque chose. Vous venez me dire que, bon, au lieu de me financer autant, donne-moi un peu et accompagne-moi dans la réflexion pour que je trouve d'autres investisseurs. C'est tout, en résumé. D'accord. Alors, nous allons parler rapidement des communes à statut particulier. Non, mais est-ce qu'on a fini avec votre question? Il semble que on n'a pas totalement répondu. Pas tout à fait, mais allez-y alors. Je parlais du cadre institutionnel qui pouvait faire travailler les maires. Oui. C'est-à-dire, les maires, aucune décentralisation ne fonctionne non plus sans l'État central. Non, l'État central est toujours là pour apporter des mesures incitatives. Je te donne 100 francs, tu gères mieux. L'année prochaine, ça passe à 50 francs. L'État central est toujours là pour élaborer certains projets de développement, en l'occurrence les projets structurants avec nos collectivités territoriales. Aucune collectivité territoriale ne peut se développer toute seule dans le gros État, comme on le dit. Donc il y a forcément un lien de fonctionnement et aucun État non plus ne peut aboutir, aucune collectivité territoriale ne peut aboutir dans notre contexte béninois. Si on prend même l'exemple d'un grand pays, le Canada, il y a des collectivités territoriales qui sont toujours attachées, qui sont toujours là pour tendre la main afin d'assurer leur développement. Bon, donc il y a des projets qui peuvent concevoir au plan local, mais il y a des projets d'intérêt général qui sont toujours conçus au plan État, mais vus avec le maire. Et des projets, l'État ne peut pas vouloir faire un projet pour le territoire de Savalou et le faire à Cotonou. Donc il faut toujours la collaboration qui soit le foncier. C'est Savalou qui va lui donner l'assiette donc du projet. Donc ils sont tout le temps ensemble, voilà. Alors, M. Siliac, les communes à statut particulier, notamment Parakou et Cotonou, sont encore une fois sous le feu donc de la rampe depuis quelques jours. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire de façon urgente dans ces deux villes? On commence par Cotonou. Quand on commence, bon, on prend les communes à statut particulier, Port-Novo, Cotonou, Parakou, on règle le problème en général. Il y a des actions phares que le gouvernement l'État central doit les aider à mener pour être plus attractifs. Forcément, ils peuvent rien. Mais quand on prend le cas de Cotonou, c'est le récurrent problème d'assainissement qu'il faut régler à Cotonou. Port-Novo, c'est le récurrent problème de visibilité. La capitale politique ou administrative ne ressemble à rien du tout. J'ai passé la nuit là-bas ce matin. Des fois, je vous fais une confidence, je me plais même mieux quand je dors à Sogodo qu'à Port-Novo. Et pourquoi? Parce que la ville est tellement petite également. Mais je comprends. J'arrive pas à... Je suis en train d'observer. Il n'y a pas de dynamique urbaine. La ville n'est pas grande. Je ne comprends même pas le plan de Port-Novo. Et donc, on le souffle déjà au prochain maire, il ne pourra rien faire sans l'État central. Il y a des routes qui poussent, mais les maisons sont tellement vieilles. Donc, il y a un problème de remembrement, requalification urbaine qu'il faut. Ça, c'est un lourd investissement. Donc, heureusement que ce maire n'est pas dans l'opposition. Donc, il faut qu'il prenne son bâton de pèlerin pour s'allier. Vous voulez dire un peu comme ce que disent les Porto-Nouviens, c'est parce que le PRD a fait 30 ans dans l'opposition que Porto-Nouveau est... Non, ça, même si le PRD faisait l'opposition, même si le PRD avait fait la mouvance... l'opposition et la mouvance. Bon, même si le PRD était dans la mouvance, la question de Porto-Nouveau est une question à prendre au sérieux. Port-Novo et ses banlieues, c'est une question à prendre très au sérieux. C'est l'État qui doit venir avec de gros moyens. D'abord, rendre attractif le territoire d'abord. On a quand même l'histoire à revendre à Port-Novo. Mais comment est-ce qu'on le vend et personne ne s'y intéresse? Il y a le festival des revenants ou quelque chose qu'on fait intéressant de Port-Novo.
Il faut même pas aller. L'argent qu'on jette dans ce festival, monsieur, il vaut mieux même prendre cet argent pour réhabiliter les maisons de ces quartiers anciens à Porto-Novo. Donc c'est un problème de requalification de tout Porto-Novo. Je crois que ça s'inscrit dans le cadre des projets d'intérêt général. C'est pas la mairie seule qui va le faire. Si je prends Parakou, comparer Parakou à Porto-Novo, Parakou, je crois le classement, Cotonou est plus grand, Porto-Novo après, et Parakou. Non, il faut inverser. Il faut prendre Cotonou, sinon que Parakou est meilleur. Il faut prendre Cotonou. Bon, parce que la présidence est à Cotonou. On classe aujourd'hui Cotonou dans la plus grande commune, sinon, en termes de vitalité urbaine, en termes de ville à grande vitesse, j'ai tendance à dire que c'est Parakou avant Cotonou. Mais on accepte comme ça, on dit Cotonou, mais il ne faut pas dire Porto-Novo, il faut aller dire Parakou avant de venir à Porto-Novo. Donc, gros travail à faire à Porto-Novo, ça ne dépendra pas de choses. Donc, ça peut vous dire que Parakou est à un niveau quand même où l'État central peut toujours, tout en accompagnant que Parakou doit régler la question de l'assainissement. Je crois qu'il y a de grands projets qui veulent que Cotonou doit connaître, doit accueillir bientôt. Notamment le projet Grand Lokoué qui est déjà en cours et tout ça. Ouais, non seulement le projet Grand Lokoué, il doit avoir un autre projet là, j'ai oublié rapidement le nom, qui permettra à Cotonou de régler un tant soit peu, au moins à 90% sa question d'assainissement. Et c'est pas que je fais la pub, je fais une formule, une doléance. Il faut vraiment que sous ce quinquennat, qu'on aille voir ce qui se passe à Porto-Novo de près. Ne plus laisser les élus seuls. Si l'État peut même ne plus leur accorder des fonds FADEC, machin à Porto-Novo, il vaut mieux qu'on rassemble tous ces fonds pour faire des projets, qu'on noie tous ces petits projets-là dans un programme d'action du gouvernement et que quand on va descendre à Porto-Novo, qu'on fasse une action pour qu'en 2-3 ans, Porto-Novo... Les fonds FADEC, c'est d'abord les fonds des partenaires. Est-ce que les partenaires voudront aller dans ce sens? Non, ça dépend des échanges. Il faut que le ministre des Finances, qu'on est très brillant, le ministre des Affaires étrangères, avec le leadership du chef de l'État, qu'il revoit. On peut expliquer aux bailleurs que vos fonds, au lieu que ça soit orienté de telle manière, nous faisons une suggestion afin que l'impact soit visible. Très bien, Monsieur Sidiack, nous sommes au thème de cette émission. En une minute, votre conclusion? Ma conclusion, c'est qu'on ait buté contre une situation et qu'on fasse connaître aux Béninois ce que nous on savait depuis. Relire les textes, prendre des décisions aujourd'hui, rappeler demain, repartir, remettre en nous, c'est des expériences. Et donc que les Béninois se calment, il n'y a rien de mal en soi, au contraire, c'est de préparer l'avenir. Et pour préparer l'avenir, c'est qu'il faut associer toutes les couches. On vient de suggérer sur notre émission qu'il faut non seulement relire le code électoral, mais il faut rappeler aussi la loi sur la décentralisation et la retoucher. Si on peut, parce qu'on ne peut pas gérer la décentralisation sans ceux qu'on doit élire. Donc si on peut rappeler ces deux lois et voir ce qui ne va pas dedans et relire une fois pour toutes, je crois que c'est bon. Et en voulant le relire, les journalistes comme vous avez votre mot à donner. Les hommes ordinaires comme moi, on a notre mot à donner. Les vrais politiciens, anciens comme nouveaux, ont leur mot à donner. Les journalistes ne sont pas au Parlement. Les juristes ont leur mot à donner. C'est pour vous dire que le travail primordial à la relecture ne doit pas se passer au Parlement. Ça doit se passer au niveau d'une table ronde quelque part avant que ça aille à l'Assemblée. Merci à vous, Monsieur Sidiack Agonkmahon. Je rappelle que vous êtes expert en aménagement du territoire. Avec vous, et urbanisme durable. Urbanisme durable. Merci donc pour ce complément. Avec vous, nous allons donc parler rapidement de cette actualité liée à la relecture du code électoral. Merci à vous, Jean-Louis Mitokpe. Et c'est la fin de cette émission Diagonale. On se retrouve très prochainement.